Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Le soir du 28 avril 2007, Béatrice Milano, âgée de 20 ans, quitte la bibliothèque de son université dans une petite ville tranquille du Langton. Un SMS envoyé à sa colocataire confirme qu'elle est en route pour la résidence universitaire. Elle n'est jamais arrivée. Malgré une enquête exhaustive et acharnée menée sur tout le campus, impliquant des recherches constantes, d'innombrables interrogatoires et l'examen minutieux de chaque caméra de sécurité, Béatrice Milano a disparu sans laisser de traces du cœur apparemment sûr de son université. Pendant 18 longues et douloureuses années, sa famille et ses amis ont vécu dans une incertitude insoutenable, hantés par la question lancinante: qu'était-il advenu de cette brillante et prometteuse étudiante de deuxième année ? Au printemps 2025, une découverte stupéfiante fut faite dans une boutique de prêt sur gage d'une petite ville, un ordinateur portable dont toutes les données avaient été effacées et qui semblait anonyme, mais dont le numéro de série le liait indubitablement à Béatrice. Voici l'enquête complète sur la disparition de Béatrice Milano, une affaire qui a déconcerté les autorités pendant près de 20 ans. Dans cette paisible ville universitaire, nichée au cœur du Langton, l'année 2007 a été marquée par l'ambition de la jeunesse et la soif de réussite scolaire. Parmi les étudiants affairés se trouvait Béatrice Milano, une étudiante de deuxième année de 20 ans dont la présence rayonnait d'une énergie communicative. Ces journées étaient rythmées par les cours, les groupes d'études et la camaraderie décontractée propre à la vie du campus. Le soir du 14 novembre, ce rythme se poursuivit sans interruption. Comme beaucoup de ses camarades, Béatrice se trouvait à la bibliothèque du campus, plongée dans une longue séance d'études nocturnes. La lumière fluorescente de la salle de lecture projetait de longues ombres tandis que les heures s'écoulaient après minuit. Vers 0h15, en rassemblant ses affaires, Béatrice envoya un court SMS à sa colocataire, Nadine Ginali. Les deux mots « j'arrive » furent les derniers mots confirmés de Béatrice Milano. Son itinéraire était familier, une courte marche depuis la bibliothèque, à travers la vaste cour du campus, jusqu'à sa résidence universitaire. L'établissement était fier de son système de vidéosurveillance étendu, conçu pour garantir la sécurité des étudiants. Des caméras étaient stratégiquement placées, surveillant les principaux axes de circulation et les entrées des bâtiments. Cependant, lorsque Béatrice sortit du champ de vision de la bibliothèque et commença à traverser la cour, elle pénétra dans une zone vulnérable du réseau. Il existait des zones non couvertes par les caméras de surveillance, des portions de chemin hors de portée des objectifs. C'est dans l'un de ces couloirs invisibles que Béatrice Milano s'est engagée. Elle est entrée dans l'angle mort, puis elle a disparu. Aucune autre vidéo ne l'a filmée. Aucun témoin ne l'a vu passer et aucune autre trace numérique n'a été retrouvée. Le lendemain matin, un silence pesant régnait dans la chambre de la résidence universitaire. Nadine Ginali se réveilla et constata que le lit de Béatrice était vide, chose inhabituelle compte tenu de leurs habitudes communes. Son inquiétude initiale se transforma rapidement en une préoccupation grandissante. Béatrice ne répondait pas à ses appels et ses messages restaient sans réponse. En milieu de matinée, l'inquiétude grandissante de Nadine l'a poussée à signaler la disparition de sa colocataire aux autorités universitaires. Les recherches officielles pour retrouver Béatrice Milano ont alors commencé. Le signalement de sa disparition a immédiatement mobilisé la sécurité du campus et la police locale. L'urgence de la disparition d'une étudiante, surtout lorsqu'elle semblait s'être volatilisée sans laisser de traces dans un environnement apparemment sûr, a nécessité une intervention rapide et approfondie. Alex Taronneau, détective du campus et enquêteur chevronné connaissant parfaitement les rouages de la vie universitaire, a été chargé de mener l'enquête. Son analyse initiale du passé de Béatrice n'a révélé aucun ennemi apparent, aucun antécédent de fugue, ni aucun signe de détresse pouvant laisser penser à un départ volontaire. De la vie générale, elle était une étudiante comme les autres, bien dans sa peau. Les enquêteurs ont minutieusement examiné les quelques images de vidéosurveillance disponibles.
Les caméras ont confirmé le départ de Béatrice de la bibliothèque, capturant sa silhouette alors qu'elle s'éloignait dans la fraîcheur de la nuit. Cependant, les images n'ont fourni aucun indice supplémentaire quant à sa direction ou à ses compagnons après son entrée dans la zone d'angle mort critique du campus, précisément le tronçon de chemin où elle avait été vue pour la dernière fois. Son historique d'appel était tout aussi peu révélateur. Un seul SMS, « J'arrive », est resté sans réponse, suivi d'un arrêt complet de toute activité. Aucun appel inhabituel, aucun message frénétique, aucune trace numérique ne laissait présager un changement de routine. L'inspecteur Taronneau et son équipe ont mené de nombreux entretiens avec des amis de Béatrice, ses professeurs et sa colocataire désemparée, Nadine Ginali. Chaque conversation dressait le portrait d'une jeune femme brillante et ordinaire, mais aucune n'apportait d'indices concrets ni de théories susceptibles d'expliquer sa disparition soudaine. Les premières heures se transformèrent en jours et les recherches s'étendirent au-delà du campus, englobant les zones avoisinantes et les communes voisines. Malgré ces efforts accrus, les résultats restèrent désespérément décevants. Rien. Il n'y avait pas de scène de crime classique, aucune trace de lutte, aucun témoin n'ayant rien remarqué d'anormal et rien n'indiquait une effraction dans sa résidence universitaire ou dans un autre bâtiment du campus. L'absence de preuves n'était pas seulement un défi, c'était un vide immense, ne laissant aux enquêteurs aucune piste concrète. Leurs efforts frénétiques et immédiats n'ont abouti qu'à un échec, et la terrible réalité a commencé à s'imposer. Béatrice Milano avait tout simplement disparu. Les efforts initiaux, menés avec une frénésie palpable pour retrouver Béatrice Milano, ne pouvaient se poursuivre indéfiniment. Les semaines se muèrent en mois et l'intense activité qui entourait sa disparition s'estompa peu à peu. Les affiches de personnes disparues, jadis placardées sur tous les lampadaires et panneaux d'affichage du campus, commencèrent à se décolorer, leurs bords se recourbant sous le soleil et la pluie, jusqu'à devenir les vestiges délabrés d'un espoir qui s'éteignait. Les appels à témoins, autrefois omniprésents dans l'actualité locale, se sont réduits à de rares mentions, puis au silence. Le périmètre des recherches, jadis étendu, s'est restreint et les équipes de bénévoles se sont dissoutes, leur dévouement ne pouvant compenser l'absence criante d'informations nouvelles. L'affaire Béatrice Milano, qui constituait une urgence absolue, est peu à peu devenue l'un des mystères les plus persistants et les plus troublants du campus. Pour le détective Alex Taronneau, cette affaire est restée une plaie ouverte dans sa conscience professionnelle. Malgré la diminution des résultats, il continua d'examiner les dossiers, scrutant chaque transcription d'interrogatoire, chaque image de vidéosurveillance non concluante, chaque détail de la vie de Béatrice, à la recherche d'un indice négligé, d'une incohérence subtile susceptible de faire émerger une nouvelle piste. Pourtant, les pages ne lui offraient aucune perspective nouvelle, seulement la répétition lancinante d'une énigme non résolue. L'absence de scène de crime conventionnelle, le manque de preuves matérielles et l'absence totale de témoins ne lui laissaient que des questions. Le traumatisme psychologique s'étendait bien au-delà de l'équipe d'enquête. Pour Nadine, la colocataire de Béatrice, le lit vide, le téléphone muet et la présence persistante des affaires de Béatrice étaient un rappel constant et douloureux de la disparition inexplicable de son amie. Le campus lui-même portait le poids des questions sans réponse, un malaise sourd et latent sous son apparence académique. Finalement, toutes les pistes conventionnelles ayant été épuisées et aucune information nouvelle n'ayant émergé, le dossier de Béatrice Milano fut officiellement classé comme « affaire non résolue ». Il devint un classeur méticuleusement organisé parmi d'autres sur une étagère, attendant un dénouement inattendu, une découverte fortuite qui pourrait un jour lui redonner vie. Les pages du calendrier continuaient de tourner, marquant non seulement le passage des saisons, mais aussi le gouffre temporel qui s'étendait depuis la dernière fois que Béatrice avait été vue. 2007 laissa place à 2008, puis à 2009, et ainsi de suite. Une décennie s'écoula, puis une autre, jusqu'à ce que 18 ans longues se soient écoulés.
L'urgence initiale s'était depuis longtemps dissipée, remplacée par une profonde et persistante souffrance, celle d'un mystère non résolu, d'un silence qui s'était étendu sur près de 2 décennies. 18 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Béatrice Milano, les pages du calendrier défilant lentement de 2007 à aujourd'hui, en 2025. L'affaire, classée depuis longtemps, avait rejoint les archives silencieuses des mystères non résolus, un poignant rappel pour ceux qui s'en souvenaient. Puis, un mardi comme les autres, dans une boutique de prêt-sur-gage sans charme située à plusieurs villes du campus universitaire, le silence fut brisé. Un client, dont l'identité allait devenir un élément crucial de l'enquête, apporta un ordinateur portable d'occasion, souhaitant une transaction rapide. C'était une procédure courante. L'appareil était ancien, son disque dur effacé de toute donnée personnelle, mais son boîtier présentait une fissure caractéristique le long du repose-poignet, un détail mineur passé inaperçu aux yeux de ses précédents propriétaires, mais qui allait bientôt se révéler d'une importance capitale. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement habituelle, le vendeur du prêteur sur gage a méticuleusement noté le numéro de série de l'ordinateur portable. Cet identifiant unique a ensuite été saisi dans une base de données nationale, une vérification standard pour les biens volés. S'en est suivi un moment de prise de conscience profonde, presque déstabilisante. Après un bref délai de traitement, la base de données a fourni une correspondance qui défiait toute logique temporelle et fortuite. Le numéro de série appartenait à un appareil officiellement enregistré au nom de Béatrice Milano, l'étudiante disparue sans laisser de traces près de 20 ans auparavant. Cette révélation a provoqué une onde de choc immédiate, se propageant du calme du prêteur sur gage jusqu'aux plus hautes sphères des forces de l'ordre local et de la communauté universitaire. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre. L'inspecteur Alex Tarono, désormais plus âgé, mais toujours profondément marqué par cette affaire non résolue, fut immédiatement prévenu. Cet appel, arrivé après tant d'années de silence, avait un poids presque incroyable. L'ordinateur portable, pièce à conviction la plus importante découverte en 18 ans, a été rapidement mis en sécurité et manipulé avec le plus grand soin, comme s'il s'agissait d'une relique ancienne soudainement mise au jour. Son apparition a relancé une enquête au point mort, redonnant vie à ce dossier non résolu. Pour relever ce défi technique sans précédent, l'expertise d'Isabelle Marton, administratrice informatique hautement qualifiée et reconnue pour ses compétences en criminalistique numérique, a été immédiatement sollicitée. Cet appareil anodin, avec son repose-poignet fissuré et son disque dur effacé, détenait désormais la clé potentielle d'un mystère qui hantait une communauté depuis près de 20 ans. L'ordinateur portable, devenu la pièce maîtresse de l'enquête, arriva au laboratoire de police scientifique sous l'œil vigilant du détective Alex Tarono et de l'administratrice informatique Isabelle Marton. Son existence brisa près de 2 décennies de silence, mais son disque dur vierge représentait un obstacle immédiat et redoutable. Les données avaient été entièrement effacées, une pratique courante pour la revente, mais qui menaçait d'effacer toute trace numérique directe de leur parcours ou des circonstances de la disparition de Béatrice. Malgré ce problème, l'espoir demeurait. Forte de ses outils spécialisés et de sa grande expertise en criminalistique numérique, Marton entreprit le travail minutieux d'examiner le matériel de l'appareil à la recherche de données résiduelles, de journaux systèmes ou de métadonnées ayant pu survivre à l'effacement. Elle savait que même un disque dur effacé pouvait parfois receler des indices cachés dans sa structure interne. Pendant ce temps, l'inspecteur Tarono s'intéressait à l'historique récent de l'ordinateur portable, retraçant son parcours jusqu'au prêteur sur gage. Les interrogatoires des employés du prêteur sur gage permirent rapidement d'obtenir les relevés de transactions et une description de la personne qui avait vendu l'ordinateur.
Cette personne, devenue un suspect de premier plan, fut immédiatement ciblée par l'enquête, car elle offrait le premier lien humain concret avec les biens de l'étudiante disparue depuis 18 ans. L'équipe de Tarono a minutieusement recoupé les informations du vendeur avec les bases de données existantes, cherchant à établir un éventuel lien antérieur avec Béatrice Milano ou le campus universitaire. La découverte de l'ordinateur portable a nécessité une réévaluation complète de sa disparition. L'affaire non résolue, autrefois au point mort, retrouva toute son urgence. Les enquêteurs se lancèrent dans le travail fastidieux de passer au crible les enregistrements des caméras de surveillance du campus vieux de 18 ans. Déjà visionnés en recherchant largement Béatrice elle-même, ces anciens enregistrements furent désormais examinés sous un nouvel angle, sachant que son ordinateur portable était d'une manière ou d'une autre impliqué. Ils ont recherché le moindre détail, la moindre apparition furtive d'une personne munie d'un appareil similaire, ou toute activité inhabituelle aux alentours de la disparition de Béatrice, en particulier dans les zones d'ombre critiques qu'il avait initialement fait disparaître sans laisser de traces. L'objectif était clair, combler le fossé de 18 ans et relier la réapparition de l'ordinateur portable aux questions restées sans réponse durant cette nuit fatidique. Le travail méticuleux d'Isabelle Marteau a permis d'explorer l'architecture même de l'ordinateur portable, en contournant le disque dur effacé. Elle a mis au jour de subtiles dérives de l'heure du BIOS, d'infimes écarts dans l'horloge interne du système et des horodatages intégrés aux composants matériels, vestiges de son historique de transactions. Ces traces numériques, bien que ténues, ont permis de délimiter précisément la période durant laquelle l'ordinateur portable a changé de main après la disparition de Béatrice. Cette prouesse technique a établi une chronologie cruciale, réduisant l'intervalle de 18 ans à quelques heures ou quelques jours précis suivant la disparition de l'étudiante. L'ordinateur portable, malgré sa mémoire effacée, avait livré un témoignage silencieux, retraçant son parcours depuis Béatrice Milano jusqu'à son arrivée au prêteur sur gage. Fort de cette nouvelle chronologie, le détective Tarono se concentra sur les archives de sécurité du campus datant de 18 ans. Son attention se porta sur les registres d'accès au bâtiment et plus particulièrement sur les anomalies enregistrées par les badges d'accès aux portes du campus la nuit de la disparition de Béatrice et durant les heures critiques qui suivirent. Ces données, auparavant considérées comme de simples anomalies du système ou des événements insignifiants noyés dans le flot incessant des activités quotidiennes du campus, se révélaient désormais, à la lumière de la chronologie précise des transferts d'ordinateurs portables, et exigeaient un examen plus approfondi. Lorsque ces anomalies spécifiques liées au système d'accès aux portes furent minutieusement comparées aux plans architecturaux originaux du campus et aux limitations connues du système de vidéosurveillance, une vérité surprenante apparut. Les données ont révélé un passage latéral jusque-là négligé, voire oublié, un itinéraire discret qui contournait directement les caméras de surveillance principales. Ce fut l'élément décisif que les enquêteurs recherchaient depuis 20 ans. Cet escalier latéral offrait une explication plausible à la disparition de Béatrice Milano entre les zones de surveillance, sans laisser de traces. Ce passage dissimulé, un angle mort au sein du campus pourtant sécurisé, reliait différents bâtiments et aurait pu servir à la détourner de son itinéraire. Cette révélation expliquait non seulement sa disparition, mais fournissait aussi un lien physique direct avec la façon dont son ordinateur portable avait pu être déplacé à proximité immédiate de son trajet habituel. Le passage par l'escalier latéral reliait les circonstances de sa disparition à la réapparition de l'ordinateur, apportant enfin un éclairage cohérent sur les nombreuses questions restées sans réponse. La découverte du chemin d'accès à la cage d'escalier latéral, coïncidant précisément avec la chronologie des transferts de l'ordinateur portable après sa disparition, a enfin fourni une explication cohérente à la disparition de Béatrice Milano. Le travail méticuleux d'Isabelle Marton, qui a mis au jour les subtiles variations de l'heure du BIOS et les horodatages de revente, a permis de restreindre la période de transfert de l'ordinateur portable à un laps de temps critique suivant immédiatement les derniers déplacements connus de Béatrice.
Ce repère numérique, combiné à la nouvelle analyse par le détective Tarono des anomalies des cartes magnétiques de Camper, a révélé clairement les opportunités et les possibilités d'accès. Les enregistrements des portiers, d'abord jugés insignifiants, révélaient désormais clairement une activité inhabituelle aux abords de l'entrée de la cage d'escalier, longtemps négligée, durant la disparition de Béatrice. Ce passage, invisible pour le réseau de vidéosurveillance principal, devint la clé de l'énigme. Tout indiquait que Béatrice, après avoir envoyé son SMS de confirmation, avait probablement été interceptée ou déviée vers ce conduit secret. Son ordinateur portable, véritable extension d'elle-même, aurait été emporté avec elle, puis traité dans le laps de temps établi par l'analyse de Marton. Les circonstances de sa disparition, longtemps restées obscures au sein du campus, furent enfin élucidées. Pour la famille de Béatrice Milano et pour toute la communauté universitaire, cette avancée majeure apporta une forme d'apaisement profonde, quoique sombre. Bien que les circonstances exactes de sa disparition restent floues et que la question de la responsabilité demeure, comprendre comment elle a disparu a permis d'apaiser les tensions. Le tourment d'une disparition inexplicable et les spéculations incessantes ont commencé à s'estomper, laissant place à une compréhension concrète des événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Le campus, qui avait si longtemps abrité un mystère silencieux et troublant, pouvait désormais entamer son processus de guérison, acceptant la vérité tragique révélée par la convergence des archives et des nouvelles analyses médico-légales. L'affaire Béatrice Milano, jadis symbole d'un mystère persistant, est devenue un témoignage de la quête inlassable de la vérité. Elle a mis en lumière comment une enquête assidue, conjuguée à l'application ingénieuse des technologies modernes, pouvait aider à élucider des affaires non résolues vieilles de plusieurs décennies. La dérive temporelle du BIOS, les horodatages des reventes et les anomalies négligées des lecteurs de cartes magnétiques, autant de fragments de données infimes, ont convergé pour révéler une piste longtemps restée cachée. Cette affaire nous rappelle avec force qu'aucune affaire non résolue n'est jamais vraiment hors de portée, et que même les indices numériques les plus subtils peuvent, avec le temps, en dire long, éclairant finalement les recoins les plus obscurs d'un mystère vieux de 18 ans. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.